Nous allons maintenant vous proposer de poser les questions que cette promenade a pu susciter en vous. On va juste vous demander de vous présenter votre nom et l'établissement d'où vous venez avant de poser votre question. Merci. Bonjour. Bonjour madame. Ah, il faut que je parle plus fort? D'accord. Bonjour, donc je suis madame Dalissier pour le lycée Jean Moulin. Moi aussi, je suis ancien élève d'un lycée Jean Moulin, mais c'était à Albertville. Nous venons de Torcy, c'est à la fois près et pas si près. Moi, j'aurais une question concernant l'impact du nationalisme dans la notion d'homme providentiel. Est-ce que finalement, cette notion n'est pas fortement liée à une conception, une pensée nationaliste? Merci. Alors d'abord, il faudrait s'entendre, parce que là c'est un sujet, sémantiquement très compliqué, sur ce qu'est la nation et ce qu'est le nationalisme. Bon. Comme vous le savez, il y a plusieurs conceptions de la nation dans l'histoire. Il y a une conception française qui a été notamment magnifiée par Ernest Renan à la fin du XIXe siècle, en disant que faire nation, c'est avoir un passé commun, des souvenirs et des projets, avec une capacité d'oublier, là je cite en substance, ce qui a pu être compliqué dans l'histoire d'une nation. Donc ça, c'est une conception française, Renan, puisque la nation française, au fil des siècles, a agglutiné, comme je le disais, des peuples avec des langues différentes et avec des caractéristiques différentes. Et ce qui est intéressant, cette conception de la nation, et il y a un très bon bouquin d'une historienne qui s'appelle Colette Beaune, qui a publié chez Gallimard il y a une vingtaine d'années, un livre, ou 25 ans même, qui s'appelle « Naissance de la nation France ». Et elle explique comment, dès le post-Moyen-Âge, cette conception de la nation française ensuite continue à travers les siècles, y compris jusqu'à la Révolution française, puisque la bataille de Valmy, c'est « Vive la nation ». Bon. Et ensuite, sur tout le 19e et le 20e siècle. Et il y a une deuxième conception qui n'est pas la nôtre, qui est la conception allemande, notamment développée par un philosophe qui s'appelle Herder, qui est une nation basée sur le sang. Voilà. Et d'où la différence entre le droit du sol, qui caractérise la France, et le droit du sang, qui est d'inspiration germanique. Ça, c'est la première remarque que je voulais faire. La deuxième remarque, c'est sur le mot nationalisme, parce que c'est un mot qui est extrêmement chargé négativement d'ailleurs, parce que on peut dire que l'essor des nationalismes a provoqué des guerres et des conflits. Bon, c'est un peu l'image que l'on a maintenant. Le mot nationalisme est plutôt mal connoté, si je puis dire. Mais ce n'était pas le cas au XIXe siècle, parce qu'à l'époque, au XIXe siècle, le nationalisme était lié à la liberté des peuples, puisqu'on avait en Europe des empires, l'Empire russe, l'Empire allemand, l'Empire austro-hongrois, et dans une partie de l'Europe, l'Empire ottoman dont j'ai parlé tout à l'heure, qui concernait, et on disait que c'était la prison des peuples. Et d'ailleurs, les révolutions de 1848 ont été un éveil des nationalismes contre ces empires, puisque ces empires bridaient l'expression des peuples. Donc on a eu un nationalisme tchèque, un nationalisme polonais, un nationalisme hongrois, un nationalisme grec qui s'est libéré de l'Empire ottoman en 1831, etc. etc. Il y a une phrase d'André Malraux que j'aime beaucoup, s'agissant de De Gaulle, où il dit « De Gaulle a désinfecté le nationalisme ».
C'est-à-dire qu'il a en quelque sorte rétabli le rôle de la nation, enlevé le isme avec tout ce que le isme peut comporter d'intolérance vis-à-vis de l'autre. Bon. Mais j'en termine par là. Votre question est extrêmement pertinente parce que les leaders, les hommes providentiels ou les grands hommes, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, mais sont souvent liés à une expression nationale. Je veux dire, De Gaulle est lié à une expression nationale qui est la lutte contre l'occupant nazi et le retour au rang pour la France. Kemal Atatürk, c'est la Turquie. Mandela, c'est l'Afrique du Sud. Donc, vous avez tout à fait raison. L'homme ou la femme providentielle est souvent lié à la nation qu'elle incarne. Et je n'ai pas parlé de tous les leaders du tiers-monde. Nkrumah au Ghana, Sékou Touré en Guinée et tant d'autres. Lumumba à l'époque, à l'ex-Congo belge devenu le Zaïre et l'actuelle République démocratique du Congo. Donc on peut prendre aussi dans la deuxième moitié du XXe siècle tous les exemples des émancipateurs. Alors certains ont bien tourné, d'autres ont mal tourné en devenant des dictateurs parfois sanguinaires. Donc ça c'est... L'histoire, on ne sait jamais comment ça tourne, mais je pense que l'homme ou la femme providentielle est effectivement lié à une nation qui veut être incarnée, mais pas forcément au nationalisme au mauvais sens du terme. Voilà les éléments de réponse que je voulais faire. Bonjour. Je m'appelle Marchenko Alexandre et je suis au lycée Molière. J'aimerais savoir est-ce que vous pensez, dans la société d'aujourd'hui, on voit l'émergence de plusieurs figures connues très rapidement. Donc il y a des gens qui apparaissent et qui disparaissent rapidement. Est-ce qu'il pourra encore avoir l'apparition de quelqu'un qui rentrera dans l'histoire au même titre que Jules César, par exemple ? Vous posez une question redoutablement compliquée. Bon, premier élément de réponse, les hommes ou les femmes providentielles sont rares. Quand on regarde dans l'échelle de l'histoire, pour la France, on dit Louis XIV. Je suis un peu sceptique parce que Louis XIV est né roi. Il n'y a pas eu de kairos, comme je le disais, où il a surgi. Alors il a été, dans sa jeunesse, très marqué par la Fronde qui a failli ruiner le royaume de France à l'époque, mais je ne suis pas sûr qu'on peut mettre Louis XIV, même si certains... on a Napoléon, on a De Gaulle. Bon, sur 4 ou 5 siècles, ça en fait 3. Hein. C'est pas énorme. Bon. Aux États-Unis, le seul, aujourd'hui, dont on peut dire qu'il a été providentiel, c'est le fondateur des États-Unis, c'est George Washington. Incontestablement. Bon. Voilà. Donc, alors, aujourd'hui, moi, j'en vois pas vraiment, bon, pour tout vous dire. Et vous l'avez dit vous-même dans votre question, parce qu'il y en a des gens connus qui apparaissent et qui disparaissent. Providentiel n'est pas synonyme de connu, hein. Je veux dire, l'homme providentiel devient connu une fois qu'il a accompli son destin, mais avant de l'accomplir, il n'est pas forcément très connu. Donc, alors je vais faire une autre réflexion, c'est que, et que m'inspire votre question, c'est que en France, pour les raisons que j'ai exposées précédemment dans le corps de mon propos, on a toujours tendance à attendre que quelqu'un nous sauve malgré nous, si je puis dire. En gros, la France a une histoire cyclique, avec des hauts et des bas, et donc quand on est dans un bas, on se dit toujours « Ah, de toute façon, il y a forcément quelqu'un qui nous tirera de la merde, pour dire les choses. De manière triviale. Bon.
Et ça, c'est un peu lâche comme attitude, parce que ça exonère chaque citoyen et chaque citoyenne de prendre ses propres responsabilités et de toujours compter sur quelqu'un pour, in extremis, nous sortir de la mélasse, si je puis dire. Et ça, c'est assez français. Moi, il se trouve que j'ai une femme qui est à moitié danoise, je vais au Danemark toutes les années, ce n'est pas du tout le sentiment des Scandinaves. Eux, ils n'attendent pas d'hommes ou de femmes présidentielles. Et nous, on dit, ah, bah, si De Gaulle était là, ou si un tel était là, etc. Ce n'est pas des réflexions qu'on entend ailleurs. Donc, une manière de terminer de répondre à votre question, c'est qu'il ne faut pas attendre que surviennent des femmes et des hommes providentiels. Il faut que chaque jour qui passe, chacune et chacun, dans nos âges et dans nos fonctions, on ait une attitude et une volonté qui consiste à construire patiemment le pays que nous aimons, mais de ne pas attendre la catastrophe pour qu'un sauveur surgisse. Voilà. Oui. Oui, bonjour, Monsieur Aranda, je suis enseignant au lycée Jean Massé. Selon vous, qu'est-ce qui explique que dans un monde aussi compliqué, avec plein de problématiques, il n'y a plus l'émergence d'hommes providentiels du même niveau que ce que nous avons étudié durant votre exposé? Ou alors sommes-nous condamnés à revenir à faire les mêmes références historiques des mêmes personnalités pour pouvoir imaginer l'avenir? Merci. J'avoue que je comprends votre question, qui est une question miroir par rapport à la question précédente, mais vous savez, il y a un livre qui est très intéressant, que plus personne ne lit, du poète Alfred de Musset, qui s'appelle « Les confessions d'un enfant du siècle ». Bon. Donc Musset a dû naître, je ne sais pas, en 1790, peut-être un peu plus tard, donc il écrit ça en 1830, dans ces années-là, et il a cette phrase incroyable: « À notre âge, nos pères parcouraient l'Europe à cheval avec Napoléon, et nous, on est tout simplement assis à la terrasse des cafés. » Voilà, ce qui montre le désabusement de cette génération romantique qui vit des récits de la Révolution française et de l'Empire, enfin du consulat et de l'Empire, et qui, dans ces années 1830, sous la Restauration et ensuite sous la monarchie de Juillet, paraissent assez ternes. Il n'y a plus d'aventure, il se passe apparemment pas grand-chose, donc c'est pour ça qu'il dit « Nous, nos pères parcouraient l'Europe à cheval, et nous, on est assis à la terrasse des cafés. » Alors c'est vrai que dans l'histoire, il y a des périodes exaltantes, il y a des périodes qui le sont moins, où on a l'impression que l'histoire patine un peu, où il y a moins de relief, plus de difficultés et beaucoup plus de mal-être. Bon. Moi, je ne peux pas, évidemment, en 2024, être aujourd'hui un historien, ce que je ne suis pas d'ailleurs, de formation, de la période que nous vivons depuis quelques décennies, mais ce qui est clair, c'est qu'on a quand même l'impression que le système, entre guillemets, et quand je dis le système, c'est le système politico-médiatico-intellectuel, donc tout cet ensemble qui nous en sert, est plutôt niveleur par le bas et ne suscite pas de grandes espérances et pour l'instant ne suscite pas des personnes exceptionnelles qui pourraient élever la ligne d'horizon. Parce qu'il y a une chose que j'ai oublié de dire, chez ces grands hommes et ces grandes femmes, vous avez parlé d'ailleurs d'espérance, monsieur le recteur, dans votre propos, il y a le souci d'élever la ligne d'horizon. Voilà, de ne pas être médiocre, de ne pas être dans des petits débats à 100 balles, mais au contraire, d'élever la ligne d'horizon. Et je pense que dans les moments difficiles,
et Dieu sait que nous en traversons en ce moment, c'est d'élever la ligne d'horizon qui permet à chacune et à chacun de se sublimer, si je puis dire. Et quand je dis chacune et chacun, j'y tiens beaucoup. Moi, j'ai été un quart de siècle député, je suis toujours président de mon département natal, qui est la Savoie, donc je suis président du conseil départemental, donc je suis beaucoup sur le terrain, je discute beaucoup avec les citoyens et citoyennes, et je pense que dans la situation actuelle, si un homme ou une femme providentielle advient, ben ce sera très bien, mais il faut surtout au quotidien bâtir ce que j'appellerais des révolutions minuscules. Et ces révolutions minuscules, elles sont à l'intérieur de chacune et chacun d'entre nous, et c'est en les coagulant qu'on pourra vivre, je pense, dans un pays plus vivable pour chacune et chacun que ce qu'il est aujourd'hui. Bonjour monsieur. Bonjour. Donc, je me présente, je m'appelle Ruben, je suis au lycée Molière. Donc j'aurais une question. Je vous remercie tout d'abord pour votre balade à propos de plusieurs grands noms dans l'histoire. Et j'aimerais savoir pourquoi vous n'avez pas évoqué le nom de Gandhi, parce que est-ce qu'il fait partie d'un homme providentiel? Voilà. J'aurais pu effectivement, vous avez tout à fait raison, évoquer Gandhi, mais je n'ai pas pu évoquer tout le monde, parce que c'est un homme immense et qui est devenu immense, parce que la biographie de Gandhi est extrêmement compliquée, et notamment avant d'être celui que injustement Churchill appelait le fakir sous son rouet. Gandhi a été en Afrique du Sud d'ailleurs, dont je parlais tout à l'heure, qui était une colonie britannique, et ce n'était pas forcément un homme qui avait de bons sentiments. Enfin, il a eu une sorte de grâce, si je puis dire, plus tard, quand il est revenu en Inde, Mother India, comme il disait, et qu'il a été l'apôtre de la non-violence pour décoloniser l'Inde. Donc il a joué effectivement un rôle très important, et ça a été un homme providentiel, parce que d'être l'apôtre de la non-violence pour chasser les Anglais, c'était quand même un pari assez incroyable et qui a été gagné. Et là encore, pourquoi c'est un homme providentiel? Parce que lui aussi a une fin tragique, puisqu'il est assassiné, comme Rabin d'ailleurs, par un extrémiste. Donc le destin de Gandhi, vous avez raison de me le rappeler, j'aurais pu le mettre dans mon parcours, mais je n'ai pas pu mettre tout le monde. Oui, bonjour. Le lycée Paul Éluard à Saint-Denis. Donc je passe le micro à mes deux élèves qui vont poser une question. Bonjour, je m'appelle Arda Kertal, je suis donc élève au lycée Paul Éluard à Saint-Denis. Moi, je suis d'origine turco-kurde et je suis très fier de ce que Atatürk il a fait pour la Turquie et de ses valeurs. Mais je suis aussi d'origine kurde. Et j'aimerais évoquer le paradoxe que l'homme providentiel fait des choses merveilleuses pour un peuple, mais fait des massacres et des choses horribles pour un autre qui vit sous le même drapeau que l'autre peuple, en fait. Vous avez tout à fait raison. J'ai simplifié à l'excès mon propos parce que le temps courait, mais l'histoire de la Turquie est d'une grande complexité. Et Atatürk, en fait, en exaltant la turquicité, si je puis dire, puisqu'en fait, je reviens un peu en arrière, l'Empire ottoman est un empire dominé par l'islam sunnite turc, mais qui était, comment dire, multiracial, on va dire. Enfin, il y avait des Kurdes, des Arméniens, et il y avait toutes les provinces arabes de l'Empire ottoman, qui allaient, comme je l'ai dit, jusqu'en 1830, jusqu'à Alger. Algérie, Tunisie, Libye, Égypte, Yémen, une partie de la péninsule saoudite, et la Mésopotamie, l'actuel Irak, l'actuelle Jordanie, l'actuel Israël, l'actuelle Syrie et l'actuel Liban. Donc c'était un État multinational, en fait. Et, entre guillemets, le pari d'Atatürk en 1920-23 est de dire
on renonce à notre empire et on se concentre sur la Turquie centrale, si je puis dire. Bon. Et dans cette Turquie centrale, vivaient et vivent toujours des Kurdes, et vivent toujours des Arméniens. Et il faut savoir, je fais un peu d'histoire, post-Première Guerre mondiale, dans le traité de Sèvres dont j'ai parlé, contre lequel Atatürk s'est insurgé, il y avait un Kurdistan indépendant et il y avait aussi une Arménie indépendante, garantie par les États-Unis. Et cette guerre de 3 ans, de 20 à 23, qui est sanctionnée par le traité de Lausanne, c'est la fin du Kurdistan indépendant et la fin de l'Arménie indépendante. Donc effectivement, je peux vous donner raison. Comme je le disais, chez ces grands hommes, il y a une face claire et une face sombre. Dans la face claire d'Atatürk, il y a la création de la Turquie moderne avec tout ce que ça comporte, même si la Turquie d'Erdogan aujourd'hui n'a rien à voir avec la Turquie d'Atatürk. Mais la face sombre, c'est évidemment la manière dont il a traité les minorités, notamment les Kurdes et également les Arméniens. Bonjour, moi je m'appelle Isra et je viens du lycée Paul Éluard. Et j'avais une question, est-ce qu'on peut parler dans le domaine scientifique et artistique d'hommes providentiels ou c'est seulement réservé à la politique? Ça, c'est une très bonne question, effectivement. Au Panthéon, pas loin d'ici, il y a Marie Curie, ce qui montre qu'une grande scientifique est avec les hommes illustres dans le Panthéon voisin, dont j'aurais pu parler d'ailleurs, parce que l'histoire du Panthéon est extrêmement instructive. Évidemment, Marie Curie, pour le radium, on peut dire que Fleming, qui a inventé la pénicilline, et donc c'est la pénicilline qui permet de guérir les infections, et on prend tous des antibiotiques aujourd'hui quand on a une angine un peu carabinée. Ces grands scientifiques-là sont des bienfaiteurs de l'humanité et ils ont été en quelque sorte providentiels. Mais ce qui est vrai, c'est que dans l'acception courante, l'homme providentiel ou la femme providentielle est plutôt réservée à la sphère politique. Mais c'est un tort de ne pas l'étendre à la sphère scientifique. Vous avez raison. Comment? Moi, je vous obéis, c'est à vous. Vous êtes la maîtresse des horloges. Donc. Bonjour, Lelio Soler-Minazzoli du lycée Georges Clemenceau à Villemomble. Ah, Clemenceau, vous voyez. Oui. Dans tous les hommes providentiels que vous avez cités, ils ont tous un point commun, c'est qu'ils ont un moment, pour la plupart, subi ou commis des violences. Et ma question, c'est qu'un jour, dans un futur plus ou moins proche, est-ce qu'un homme providentiel saura porter sa cause uniquement par la paix et sans s'attirer des ennemis qui commettront des violences ou des crimes contre lui ou son parti? Oui, c'est une question complexe. Bon, la guerre et les conflits entre les humains remontent, sont consubstantiels à l'histoire de l'humanité. Bon. Et donc, beaucoup des grands hommes ou des grandes femmes que j'ai évoqués ont surgi parce qu'on était le plus souvent dans une situation de guerre. Donc, ça a été... Jeanne d'Arc a combattu, même si elle n'était pas à Patay. Voilà, donc, alors les pèlerins de la paix, si je puis dire, existent. Bon, je citais tout à l'heure Nelson Mandela et De Klerk qui ont le prix Nobel de la paix. On a eu en France un homme politique qui a été prix Nobel de la paix qui s'appelait Aristide Briand, qui était un homme considérable dans tous les sens du terme, et qui a été ministre des Affaires étrangères après avoir porté la loi de séparation de l'Église et de l'État en 1905. Il a été président du Conseil pendant la Première Guerre mondiale, et ensuite inamovible ministre des Affaires étrangères dans la décennie 1920. Et là, il a élaboré avec son collègue américain qui s'appelait Kellogg
un pacte, le pacte Briand-Kellogg, qui, je schématise, mais décrétait la paix perpétuelle et l'interdiction du recours à la guerre pour régler les conflits. Bon, ça c'est 1929. 1933, Hitler arrive au pouvoir. La Russie soviétique est tenue d'une main de fer par un dictateur sanguinaire qui s'appelle Staline. Bon, et on sait comment les événements... alors oui, il faut vouloir la paix, il faut préparer la paix, mais si tout le monde n'est pas d'accord avec la paix, on a la guerre. Et quand il y a la guerre, il faut se battre. Vous savez, c'est ce qu'ont expérimenté beaucoup de pacifistes pendant le deuxième conflit mondial. Moi, j'avais beaucoup parlé avec un homme qui est moins connu aujourd'hui, qui s'appelait Simon Nora. Bon. Simon Nora était le directeur de l'école dont je suivais les cours il y a quelques décennies. Et j'avais parlé avec lui et il m'avait dit, vous savez, moi, quand j'étais jeune, j'étais pacifiste, horrifié par la boucherie de la guerre de 14. Et finalement, j'ai fini au maquis du Vercors, les armes à la main contre les nazis. Parce qu'il n'y avait pas d'autre solution que de prendre les armes pour libérer la France envahie par les nazis. Donc on a tous un idéal de paix, évidemment, en tête. Mais comme cet idéal de paix n'est pas partagé par tout le monde, pour défendre la liberté, la République, la démocratie, il faut parfois prendre les armes. Voilà. Bonjour. Lycée Condorcet, non pas de Paris mais Saint-Maur. Donc j'aurais eu une petite question à vous poser en rapport avec le président Jacques Chirac, mais je préfère passer le relais à un de mes élèves qui est finalement une question plus intéressante et qui rejoindrait quasiment la mienne. Bonjour, donc, je me présente, Gabriel Economos, du lycée Condorcet. J'avais une question sur les hommes providentiels. Est-ce que c'est nécessairement dans un temps compliqué qu'il y a l'apparition d'hommes providentiels et comment ces personnes, elles se sont émancipées du système pour arriver à changer leur vision des choses et le peuple? Ça, c'est une excellente question. La première réponse, c'est oui. Je veux dire, l'homme providentiel ou la femme apparaît forcément dans une situation de crise. Bon. Pour prendre l'histoire de France contemporaine, s'il n'y avait pas eu la défaite de 40, il n'y aurait pas eu de Gaulle à Londres. Bon. S'il n'y avait pas eu la guerre d'Algérie, il n'y aurait pas eu le retour de Gaulle au pouvoir en 1958. Donc c'est forcément quand, de même Clémenceau dont j'ai parlé tout à l'heure, si la France n'était pas au bord de la rupture à la fois militaire et politique en 1917, jamais Clémenceau ne serait arrivé au pouvoir. Donc ça, la réponse est clairement oui. Votre deuxième question, dans la question, est encore plus intéressante, je trouve, parce que pour être un homme providentiel ou une femme providentielle, c'est pour ça que j'aime pas beaucoup ce mot de providentiel. C'est qu'il faut aider la providence, si je puis dire. Je m'explique. Si l'homme ou la femme qui surgit à un moment n'avait pas eu une culture, une réflexion avant, il n'aurait pas fait ce qu'il a fait. Je prends l'exemple de Clémenceau en 17. En 17, Clémenceau est un vieux briscard. Hein. Il a quoi, 75 ans, même plus. Il était déjà maire de Montmartre sous la Commune, donc en 1871. Donc c'est un type qui vient de loin, Clémenceau. Il a été marié à une Américaine, il a vécu aux États-Unis, il a été journaliste, il a eu des hauts et des bas dans sa vie politique. Donc c'est un type qui a, comme on dirait aujourd'hui, des bornes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas un perdreau de l'année. Bon, et il a pu réfléchir à l'exercice du pouvoir. De Gaulle en 40, c'est pareil, il est inconnu du grand public, De Gaulle. Mais, il a été en captivité en Allemagne pendant la Première Guerre mondiale, pendant 30 mois. Il a vu l'écroulement de l'Allemagne en novembre 1918. Donc,
il a déjà vu un pays s'écrouler, donc il n'est pas écroulé lui-même par l'écroulement de son pays, parce qu'il connaît déjà ça. J'ajoute que c'est un militaire qui a réfléchi à la stratégie et à la tactique, et il a publié 6 ans avant, en 1934, un livre qui s'appelle « Vers l'armée de métier ». C'est étonnant de le lire, il se trouve que je l'ai relu récemment pour le rééditer avec une préface que j'ai rédigée. Il dit exactement ce qui va se passer en 1940. Donc en 1940, De Gaulle ne perd pas les pédales, si je puis dire, pour prendre une expression triviale, parce que, 1, il a déjà vu un pays s'effondrer, et 2, il a anticipé la défaite militaire de 1940, dans un livre qu'il a publié en 1934. Et on pourrait dire un peu la même chose de tous ceux que j'ai cités. On parlait de Gandhi tout à l'heure. Gandhi, quand il lance la non-violence, il a été un jeune avocat brillant en Afrique du Sud. Il a eu une vie normale où il a voulu gagner de l'argent, ce qu'il a d'ailleurs pas mal fait dans ses années sud-africaines. Et après, il fait une sorte de vœu de pauvreté à la cinquantaine. J'ai plus l'âge exact en tête, l'âge exact qu'il a quand il lance les campagnes de non-violence, mais il a réfléchi à l'action et il se dit contre les Anglais, c'est pas les armes qui vont marcher. Ce qui va marcher, c'est la non-violence, la grève, parce que l'économie anglaise a trop besoin de nos usines, notamment textiles, pour s'enrichir. Donc, et c'est ça son idée de génie. Donc à votre deuxième sous-question, la réponse est oui, tous ces femmes et ces hommes, à l'exception de Jeanne d'Arc, je disais tout à l'heure, elle, c'est autre chose, Jeanne d'Arc, on la met de côté, ont tous réfléchi avant. Et d'ailleurs, sur l'exercice du pouvoir, quel que soit, qu'on soit maire de sa petite commune ou président de la République, il faut réfléchir avant à ce qu'on veut faire, parce qu'une fois que c'est élu, on est élu, c'est trop tard, parce que tout va très vite et on perd de vue les lignes de force qui vous animent. Alors bonjour, moi je suis en seconde à Pablo Picasso à Fontenay-sous-Bois. Et en fait, je ne vous connais pas trop, du coup j'ai des questions sur vous. J'ai 2 petites questions. D'accord. Déjà la première question c'est quelles études vous avez fait et la deuxième c'est de quel parti politique vous êtes. Alors, sur les études, moi j'ai fait un bac, alors je ne sais pas comment s'appellent les bacs maintenant, mais j'ai fait un bac qui s'appelait B à l'époque, et ensuite s'appelait économique et social, donc voilà, j'ai fait un bac économique et social. Ensuite, j'ai fait une licence en droit dans cette maison, et Paris 1, Panthéon-Sorbonne, et j'ai en même temps eu un diplôme de Sciences Po. À l'époque, je voulais être journaliste international, donc je voulais être reporter à l'étranger. Le destin en a décidé autrement. Et donc, j'ai fait une école qui maintenant n'existe plus, qui s'appelait l'École nationale d'administration. Voilà. Donc, j'ai été une dizaine d'années dans l'administration, à la fois en France, au ministère du Budget, et ensuite, pendant 3 ans au Moyen-Orient. Donc, je vivais en Égypte, mais j'avais 17 pays dans ma zone que je parcourais comme attaché financier pour le Proche et le Moyen-Orient. Et après cette dizaine d'années, j'ai décidé de m'engager dans la vie politique. Et donc, j'ai été élu chez moi en Savoie, dans ma vallée natale, député, conseiller général, etc. Donc, voilà pour mon parcours. Sur mes idées politiques, je suis gaulliste. Voilà, c'est quelque chose qui peut ne pas paraître évident aujourd'hui ou difficile à expliquer, mais en tout cas, moi, j'ai été très marqué tout gamin par la figure du général de Gaulle. Il avait 10 ans, j'avais 10 ans quand il est mort, mais cette mort, si je puis dire, m'a beaucoup marqué. Donc j'ai appartenu à un parti gaulliste qui s'appelait le RPR. J'ai appartenu ensuite à un parti que j'ai contribué à créer qui s'appelait l'UMP. Et depuis maintenant 10 ans, je n'ai plus d'appartenance partisane. C'est-à-dire que depuis 10 ans, je n'appartiens à aucun parti politique.
Bonjour monsieur, tout d'abord merci beaucoup. Donc je m'appelle Gabrielle et ma question est la suivante. Est-ce que selon vous, les hommes providentiels peuvent représenter une menace à la démocratie ? C'est une dialectique, enfin un balancement classique sur l'homme providentiel. On dit, oh là là, l'homme providentiel, il est antidémocratique. C'est pour ça d'ailleurs que les républicains ne voulaient pas un président de la République puissant sous la Troisième République. Donc on crée un poste de Premier ministre qu'on appelle à l'époque président du Conseil. Les gouvernements durent peu de temps, parce qu'il faut que ça tourne en permanence, si je puis dire. On enlève au président de la République, par la pratique plus que par les textes d'ailleurs, les pouvoirs qu'il avait. Donc il y a une méfiance républicaine vis-à-vis d'un exécutif fort. Alors quand je dis un exécutif fort, ce n'est pas forcément un homme providentiel. Ça peut, parce que le président ou le chef de l'État est élu par les citoyens. Et les républicains du XIXe siècle se méfiaient du peuple. Ça peut être bizarre de dire ça aujourd'hui, mais c'est le cas. Puisque Louis-Napoléon Bonaparte avait été élu par les Français au suffrage universel, et après il fera un coup d'État et il créera le Second Empire. Donc les républicains sont aussi méfiants vis-à-vis du suffrage universel et du recours au référendum ou au plébiscite. Parce que c'est vrai que Napoléon III et Bonaparte avant lui ont organisé des référendums qu'on appelait plébiscites et que, en général, sans que les élections soient truquées d'ailleurs, sans que les élections soient truquées, ils avaient des votes favorables. Donc il y a une méfiance naturelle vis-à-vis de l'homme providentiel ou d'un exécutif fort. C'est le cas en Suisse, par exemple. En Suisse, le président de la Confédération change chaque année pour pas que quelqu'un s'installe. Mais la démocratie suisse est très différente de la démocratie française. D'abord, c'est un petit pays et très décentralisé, avec des votations cantonales pour décider des sujets. Donc la démocratie à la Suisse n'a rien à voir avec la nôtre et je pense qu'elle n'est pas transposable dans un pays qui fait 70 millions d'habitants. Dernière remarque, effectivement que la notion d'homme providentiel, c'est quelqu'un qui se met en avant à un moment donné, donc c'est tout sauf démocratique, puisqu'il n'y a pas d'élection. 18 juin 1940, De Gaulle n'est pas élu. Le 18 primaire, c'est le moins qu'on puisse dire. Bonaparte, s'il est élu par les députés, mais dans des conditions un peu approximatives. Bon. Mais c'est parfois un homme ou une femme providentielle qui sauve la démocratie. Donc c'est pour ça que la dialectique démocratie-providentialisme, entre guillemets, est extrêmement subtile. Tenez. Levez-vous. Dernière question. Alors, bonjour, je m'appelle Armelle et je viens du lycée Jean Moulin. Donc j'aurais une question. Est-ce qu'un homme ou une femme qui remplit les critères d'homme providentiel doit systématiquement être reconnu pour être considéré comme tel? Et nous aurons une autre question. Et bonjour, je m'appelle Bastien Parizeau, je suis au lycée Jean Moulin. J'aurais une question, c'est est-ce que l'homme providentiel est-il prédestiné à être comme tel dès son enfance? Merci. Ah, c'est très intéressant. Je commence par la deuxième question. Je pense que De Gaulle pensait dès l'adolescence qu'un jour il sauverait la France. Bon, il se trouve que ça s'est produit comme ça, mais ça aurait pu ne pas se produire. Donc il aurait pu s'y préparer et que ça n'advienne pas. Je pense que Bonaparte, quand il était élève à l'école de Brienne, avait aussi des rêves plein la tête. Bon, il se trouve que ça s'est passé, ça aurait pu pas se passer. C'est pour ça que je citais cette citation d'Apollinaire tout à l'heure, c'est qu'il y a des hommes et des femmes providentiels qui n'ont pas de statut, parce qu'on n'a jamais pu voir qu'ils auraient pu l'être, puisque l'événement n'a pas rencontré leur ambition. Donc, voilà ce que je peux dire sur la première... Vous pouvez me rappeler la première question ? Ah oui,
Oui, effectivement. Est-ce qu'il faut... C'est pour ça que je parlais de la mémoire et de l'histoire, c'est que je prends l'exemple de De Gaulle aujourd'hui qui fait l'objet d'une quasi-unanimité assez suspecte d'ailleurs, parce qu'il faut toujours se méfier de l'unanimité, hein, tout le temps, parce que les choses sont beaucoup plus complexes. Bon. Mais De Gaulle a été haï de son vivant. Et il y a une reconstruction gaullienne qui s'est faite à peu près 20 ans après sa mort, puisque Régis Debray a publié en 1990 un livre qui s'appelle « À demain de Gaulle », et à partir de là, on a une sorte de gaullolatrie, si je puis dire, qui se développe, alors que De Gaulle, de son vivant, d'abord, il a perdu son dernier référendum, donc il est parti sur un échec. Il a subi, à cause de sa décision de donner l'indépendance à l'Algérie, il a subi une demi-douzaine d'attentats, dont un a failli être meurtrier, la balle est passée à quelques centimètres de son cerveau. Donc, quand il est mort, il y a un journal d'extrême droite qui a titré « La bête est morte ». Enfin, bon, donc quand on relit ça, ça semble étrange parce qu'aujourd'hui il y a une espèce de Gaulle qui est dans un halo de lumière, alors que de son vivant, il a été extrêmement contesté, comme je l'ai dit, condamné à mort, déchu de la nationalité française, etc. Et on pourrait dire la même chose, là je me concentre sur De Gaulle parce que c'est un Français et que c'est plus récent, mais vous imaginez pas Clémenceau, les attaques qu'il a subies. La violence des propos perpétrés contre Clémenceau. Je parlais d'Adenauer en Allemagne, c'est pareil, Churchill, n'en parlons pas. Donc souvent ces hommes-là apparaissent vraiment grands a posteriori. Voilà. Mais sur le moment, ils sont extrêmement contestés. Alors évidemment, là je parle de l'époque moderne, où il y a une opinion publique. Je veux dire, avant le début, avant la Révolution française, on ne peut pas parler vraiment d'opinion publique. C'est vraiment à partir de la Révolution et après le développement de la presse, etc., et encore plus des élections, des sondages, etc., qu'on peut parler d'une opinion publique. Mais j'ai écrit il y a quelques années un livre qui s'appelle « Bonheur et grandeur », et le sous-titre c'est « Ces journées où les Français ont été heureux ». Et dans les chapitres de Bonheur français, j'en ai choqué quelques-uns, mais j'ai mis la mort de Louis XIV. Pourquoi ? Parce que plusieurs historiens ont eu la curiosité de lire tous les journaux intimes, entre guillemets, qu'écrivaient les curés dans les paroisses. Bon, à l'époque, sous l'Ancien Régime, il n'y avait pas de maire. Il y avait des curés dans les paroisses. Bon, et un certain nombre d'entre eux écrivaient ce qui se passait. Et en analysant les journaux des curés de paroisse qu'on a pu retrouver, ils disent tous qu'à l'annonce de la mort de Louis XIV, les gens étaient heureux. Parce qu'il avait fait trop de guerres, il l'a reconnu d'ailleurs sur son lit de mort, et ensuite, ça, c'est pas de sa faute, mais il y avait des changements climatiques déjà à l'époque, et on a eu plusieurs hivers extrêmement rudes, où il faisait -20 à Paris, hein, avec la Seine gelée, avec des récoltes catastrophiques, où il y a eu des famines épouvantables. Je veux dire, sous Louis XIV, il y a eu une famine, 10% de la population est morte. Hein. 2 millions d'habitants sur 20, vous vous rendez compte? Donc, quand Louis XIV meurt, il y a un soulagement, parce qu'on considère que son règne a été épouvantable à cause des guerres et à cause des famines. Mais à l'époque, il n'y a pas vraiment d'opinion publique. Donc on a gardé de Louis XIV, Versailles, les Invalides, le Grand Siècle, tous les artistes et écrivains, poètes qui gravitaient à la cour. Et c'est vrai que ce siècle fut grand. Mais le souverain laisse, pour les Français de l'époque, au moins ce qu'on peut en dire, il a laissé un mauvais souvenir.
Bonjour monsieur, j'avais une question à vous poser. Déjà, je vais me présenter, je m'appelle Axel Chalandon et je viens du lycée Pas-Saint-Honoré. Donc, pensez-vous que le concept d'homme providentiel est toujours pertinent dans les sociétés modernes où les institutions démocratiques sont peu développées? La réponse est oui. La réponse est oui. Alors, je touche du bois, mais on n'est pas dans des... En tout cas, en Europe et en France, on n'est pas dans des situations... Je rectifie, parce que c'est plus vrai en Europe, mais on n'est pas dans des situations de conflits armés directs tels qu'on a pu les connaître. Mais moi, je pense vraiment qu'un homme ou une femme politique, par son comportement, peut changer les choses. Voilà, parce que je pense que quand il y a une femme ou un homme politique qui donne un exemple, par son attitude, par les propos qu'il emploie, je pense, alors on ne peut pas dire providentiel, vous voyez, mais je pense que l'important, c'est de donner le ton. Et d'ailleurs, ce que je dis ne concerne pas seulement les politiques, ça peut concerner des leaders syndicaux ou des leaders associatifs. Quand des gens investis d'une responsabilité dans la nation donnent le bon ton, si je puis dire, ça me paraît extrêmement important. Alors, ce qui est vrai, c'est ce qui figure dans votre question, c'est qu'avec le développement des réseaux sociaux, avec les fake news qu'on entend en permanence, évidemment, il est plus difficile d'impressionner ou de fixer l'opinion publique que naguère. Mais comme je suis un indécrottable optimiste, j'espère qu'on va vers le mieux, et pas vers le pire. On s'arrête là. Alors, on vous remercie tous pour votre participation, pour les questions très intéressantes que vous avez posées. Voilà, un tout petit instant. D'abord, Monsieur le Président, merci beaucoup pour cette conférence. Et puis, aux professeurs qui sont ici, évidemment, un très grand merci. La qualité d'un adolescent, vous avez la chance encore d'être adolescent au début de votre jeunesse, c'est d'être curieux. Et un bon élève, c'est moins celui qui apporte des réponses que celui qui pose des questions. Vous avez été largement comblé, Monsieur le Président, pour tout ça. Je présume que pour beaucoup d'entre vous, c'est la première fois que vous venez à la Sorbonne. Vous êtes dans le grand amphithéâtre ici. Et la Sorbonne, c'est 3 noms, le bâtiment, j'entends. Robert de Sorbon, vous avez sa statue ici, qui était chapelain du roi Saint-Louis, qui a créé ici un collège. Alors, ce qu'on appelait un collège à l'époque, donc au XIIIe siècle, on appellerait ça aujourd'hui une résidence universitaire. C'était pour loger des étudiants. Il y avait d'ailleurs la montagne Sainte-Geneviève était couverte de collèges. Et celui-ci a eu un destin évidemment tout à fait particulier. De l'autre côté, vous avez le cardinal de Richelieu, qui a été, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, le grand homme, le Premier ministre du roi Louis XIII, qui a reconstruit totalement la Sorbonne. Mais il ne reste de la Sorbonne de Richelieu que la chapelle, qui a été ouverte lors des Journées du patrimoine, où se trouve son tombeau. Mais, ne l'oubliez pas, dans la crypte de la chapelle se trouvent les tombeaux de professeurs fusillés au Mont-Valérien sous l'occupation et également l'urne funéraire des 6 lycéens du lycée Buffon qui ont été exécutés comme otages à la même époque. Et puis le troisième homme important, qui n'a pas sa statue parce qu'il n'avait pas songé à le faire, c'est Jules Ferry, qui a fait faire tous ces bâtiments qui ont été entièrement reconstruits. Alors, il ne faut pas que vous veniez pour rien. J'ai demandé aux vigiles qu'on vous ouvre le grand salon d'honneur de la Sorbonne, vous puissiez le visiter. En principe, il n'est ouvert que pour les grandes cérémonies, mais vous méritez les cérémonies. Donc, en sortant par la grande porte de l'amphithéâtre, vous allez voir le grand escalier à double révolution qui monte au grand péristyle et au salon d'honneur où je vous retrouve dans 5 minutes. Merci, bonne suite.